Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Nos invités ont un point commun, ils sont tous passés par des études de compta. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, bref, ils font tous plus ou moins de la compta. Eh bien en réalité, pas tout à fait. Certains ont même quitté les métiers du chiffre pour devenir prof ou monter une entreprise par exemple. À travers ces parcours, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagnent dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible en description. Bonne écoute ! Bonjour Marine. Bonjour Julie. Merci de me recevoir aujourd'hui dans tes locaux. Donc pour t'expliquer un peu comment va s'articuler l'interview, il va y avoir une première partie plus sur d'où tu viens, dans quel cadre familial tu as évolué, ensuite plus sur la partie études, quelles études tu as faites, pourquoi, tes premiers pas dans la vie professionnelle, est-ce que tu as été en cabinet, est-ce que tu as été en entreprise, combien de temps t'es resté, est-ce que ça t'a plu, tes missions, jusqu'à arriver à aujourd'hui, ce que tu fais. Donc avant de passer à l'interview, est-ce que tu peux juste te présenter brièvement, dire qui tu es, ce que tu fais en ce moment ? Donc déjà merci Julie d'avoir pensé à moi pour ce podcast. Donc je m'appelle Marine Julien, j'ai 35 ans. Je suis expert comptable et commissaire aux comptes depuis 2015, donc je vous laisse faire le calcul. Et j'ai créé mon cabinet en janvier dernier. Donc je fais un peu d'expertise comptable, un peu de commissariat aux comptes, un peu de commissariat aux apports à la fusion. J'assiste des experts judiciaires. Ça je vous dirai tout à l'heure ce que c'est. Et je fais de l'estimation de préjudice et de l'évaluation d'entreprise. Et t'es élue aussi Et je suis élue à la CRTC de Paris, je suis trésorière aussi de la CRTC de Paris. Une vie bien riche, du coup, on va avoir l'occasion de décortiquer tout ça. Pour commencer, alors si on revient là où tout a commencé, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu es née ? Alors je suis née à Paris et j'ai grandi à Issy-les-Moulineaux. Donc c'est le siège social de Coca-Cola, donc on le voit sur les canettes. Et j'ai toujours grandi à Issy-les-Moulineaux, j'y vis toujours. Mes frères et mes parents y habitent toujours, mes cousins, mon oncle et ma tante aussi. Donc c'est vraiment une ville de cœur. Donc j'ai 2 frères. Je suis l'aînée donc de cette fratrie. Et j'ai grandi avec eux et avec mes cousins. On passait beaucoup de temps ensemble. Et on faisait une joyeuse équipe, une joyeuse bande. J'étais la seule fille, donc il fallait suivre. Et on s'est bien amusé. Et comment c'était à l'école ? T'étais quel type d'enfant quand t'étais petite ? Alors j'étais plutôt sérieuse, assez scolaire, mais j'avais un problème avec le bavardage. J'étais souvent collée pour le bavardage. Et après, non, je travaillais plutôt bien. C'est la relation client alors déjà à l'époque. C'est ça exactement. Et donc t'étais plutôt dans les premiers de la classe ? Oui, on va dire ça. Ça a été le cas pendant toute ta scolarité ? Alors non, pas pendant toute ma scolarité. C'était le cas jusqu'en seconde. Parce qu'au collège, j'avais vraiment quasiment toutes les coches de la bonne élève. Je faisais de l'allemand. T'avais les lunettes aussi ? Non, j'avais pas encore les lunettes. Mais je faisais allemand en première langue, du latin. Et donc ouais, je m'ennuyais pas. Mais j'étais aussi pas mal sportive parce que j'avais 15 heures de sport par semaine à peu près avec du judo et du basket. En plus des cours de PS classiques. Et voilà. T'aimais beaucoup le sport, alors tu t'es pas dit peut-être de devenir sportif professionnel ou parce que c'est quand même 15 heures par semaine, c'est quand même énorme. Ouais, mais non, j'aimais me dépenser. Et non, ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune, c'était soit prof d'allemand parce que j'avais bien aimé l'allemand. J'avais une prof qui était vraiment géniale. Et puis en grandissant, le métier de ma tante me plaisait beaucoup. Elle était directrice commerciale dans l'industrie de la chimie pour parfums et cosmétiques. Et ça me plaisait d'avoir ce côté commercial et cet aspect technique. Et au final, c'est ce qu'on retrouve un peu avec l'expert comptable. Et tu me disais que t'étais plutôt dans les premiers de la classe jusqu'en seconde, et parce que qu'est-ce qui se passe après, c'est les spécialités qu'il faut choisir ? Non, alors en seconde, j'ai fait ma crise d'ado. Mes parents s'en souviennent encore. Et
en fait, j'étais dans un établissement au collège, où c'était plutôt un petit établissement, il y avait 4 classes par niveau, et je suis arrivée en seconde, où là, c'était un peu la jungle, c'était un lycée de 12, il y avait 12 secondes. Et au final, je connaissais plus personne, parce que j'étais sur une autre ville, etc. Et je me sentais un peu perdue, plus la crise d'ado, c'était compliqué. Et j'hésitais entre faire S et ES, puis j'ai découvert que j'aimais pas la physique-chimie en seconde, et que j'aimais bien l'économie, parce que j'ai découvert l'économie en seconde. Et je me suis dit, bon, bah allez, on part sur un bac ES, ça va être intéressant. Là, tu pars sur un bac ES. Est-ce que ça correspond à l'idée que tu t'en faisais? Et du coup, tu disais que tes résultats, ils étaient un peu moins bons. Ouais, bah du coup, en physique-chimie, c'était même catastrophique. Mais les autres matières, ça allait. Et vraiment, la première ES, ça a été la révélation. Je me suis éclatée peut-être pas comme jamais, mais j'ai beaucoup aimé ma première année. J'étais dans une classe super sympa. J'aimais les matières que je faisais et je me suis dit, ouais, un métier en lien avec l'économie et la gestion, ça me branche bien. Et donc, c'est à ce moment-là que tu t'orientes un peu vers la compta ou non, t'es toujours sur tes... Non, toujours pas, parce que pour moi, à l'époque, la compta, et c'est dommage, c'était un peu l'image qu'on en avait, c'est si t'étais pas bon en classe, tu partais à l'époque, c'était bac STG, etc. Et tu partais en filière professionnelle, donc pour moi, la compta, non, tu faisais la compta si t'étais pas bon. Donc non, moi, c'était plutôt le profil prépa HEC et intégré HEC après, ou voilà. Que tu passes ton bac, après tu l'obtiens du premier coup. Ouais, je l'obtiens du premier coup avec mention, puis j'étais prise, j'avais déposé des dossiers en prépa, j'étais prise en prépa, j'étais prise en IUT, et puis à la grande surprise de mes parents, j'ai fait le choix de partir à la fac, à la Sorbonne. J'étais prise en gestion, et j'avais vu mon cousin, parce qu'avec mes frères et mes cousins, on a tous un an d'écart, donc on suivait tous... Les Dalton. Exactement. Donc moi j'étais la deuxième des Dalton, ça va, j'étais pas la plus bête, non je rigole. Mais du coup j'avais vu mon cousin qui était l'aîné de notre groupe être en prépa et travailler énormément. Et je m'étais dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire en étant pas sûre d'avoir HEC à la fin? Je suis pas sûre. Et l'IUT, ça ressemblait trop au lycée pour moi. Donc je me suis dit, bah la fac on va découvrir, allez où. Donc là c'était une fac de gestion. Ouais. Donc ça s'appelait l'UFR 06 à l'époque. Et donc j'ai découvert la gestion et puis les amphis de 1000. Donc là c'est perturbant quand tu sors du lycée, où on était une classe de 30, tu te retrouves dans la fosse au lion. Enfin, j'exagère, mais puis tu te dis, oula, comment je vais faire pour connaître des gens? Et au final en TD, tu sympathises et tu te fais vite des copains. Et donc là aussi cette année-là, je me suis bien amusée. Et c'était majoritairement des personnes comme toi qui venaient de ES, ou il y avait aussi des personnes, par exemple, qui venaient de STG, parce que en soi, ça reste dans le même domaine. Alors je pense que la majorité on venait de S ou ES. Il y avait pas mal de maths, donc une attention particulière était accordée aux maths. Après il y avait d'autres matières aussi, il y avait de la compta ANA, etc. Et je dirais que il y avait quelques profils, oui, mais c'était pas la majorité. La majorité c'était vraiment la section générale. Et puis j'ai redoublé ma première année parce que bon bah j'ai un peu trop profité de la liberté de la fac, mais bon je me suis bien amusée. Et ça n'empêche que je me suis bien rattrapée en deuxième année. Donc t'étais plutôt fêtarde alors? Pas fêtarde, mais je sais pas si on peut parler de fêtarde, mais j'aimais bien aussi, ouais, m'amuser, passer du temps avec mes copines, aller au ciné, enfin, profiter de la vie, quoi. Et puis... la deuxième année, du coup. Et puis la deuxième année. Donc j'ai redoublé ma première année, je l'ai validée. Je l'ai bien validée. La deuxième année, j'ai compris qu'il fallait vraiment bosser. Et puis j'avais entendu parler, à l'époque, ça s'appelait la MSTCF. C'est devenu le CCA. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant, ça pourrait être marrant de tenter. On essaye et puis je verrai si je suis prise. Et du coup, j'ai tenté, j'ai déposé un dossier, j'ai passé les examens pour intégrer le master CCA de la Sorbonne. Donc ça, c'était après, une fois que tu avais fini ta licence en gestion? Non, à l'époque, donc c'était un DUG. Donc j'avais fait ma L1 et ma L2. Et pour intégrer le CCA, c'était à la fin de la L2. Donc pour faire une L3 CCA et ensuite M1, M2. Et j'ai trouvé ça sympa. Enfin, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, je sais pas trop ce que je veux faire.
le cursus est super bien coté. J'hésitais entre partir en direction financière ou aller dans les ressources humaines. La compta, j'avais pas été très fan en première année, mais je me suis dit bon, il y a plein d'autres choses, il y a plein de matières différentes, donc moi je trouverai forcément ma voie. J'ai candidaté et j'ai été mise sur liste d'attente, j'étais 4e, mais j'ai été acceptée, donc j'étais contente. Et là, c'est un vrai changement de rythme par rapport à la fac, parce que donc j'ai été prise au CCA de la Sorbonne. Et de là où à la fac on a cours 20 heures par semaine, si vraiment on fait tous les amphis, tous les TD, là on retrouve un rythme de lycée en CCA. Et c'était un peu dur de s'y remettre et de rebosser, sérieusement. Mais c'était super intéressant. Donc t'étais en initiale? J'ai pas fait d'apprentissage. Ouais, il n'y avait pas d'alternance peut-être possible. Mais par contre, t'as fait un stage alors, je suppose? Ouais, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tellement aimé ma 3e année que j'ai redoublé, là encore. Mais pour 3 matières, ce qui fait que j'avais pas mal de temps libre et j'avais déjà trouvé mon stage pour le Master 1. Et ma directrice de Master m'a dit, appelez le cabinet, peut-être qu'il serait intéressé pour vous garder et prolonger votre stage. C'est ce que j'ai fait, j'étais un peu honteuse. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et au final, ils m'ont dit, non, mais pas de souci, on vous prolonge en contrat, on est content. Donc je me suis dit, ouf. Et au final, c'est là que ça a été la révélation que je me suis dit, je vais devenir expert comptable. Parce que toi, t'avais choisi de faire un stage dans un cabinet, alors pourtant, c'était pas dans tes choix quand tu disais RH ou direction financière. Comment ça se fait que t'as été en cabinet, du coup? En fait, j'ai postulé dans ce cabinet parce que c'était un cabinet d'expertise judiciaire. Et j'aimais beaucoup le droit. Et en fait, quand j'ai redoublé ma L3 CCA, j'ai redoublé pour 9,97, je me précise. En fait, j'avais des super notes en droit. Et on m'avait dit, ça serait bien que vous alliez vous diriger vers le droit. Et j'avais écouté celui qui a été mon associé jusqu'à récemment, qui était venu présenter l'expertise judiciaire. Et je me suis dit, ça a l'air super intéressant. Il faut pas avoir des notions de droit, mais ça mêle la compta et le droit. Et du coup, je me suis lancée et j'ai postulé et j'ai été prise. Et avec lui, j'ai découvert l'expertise judiciaire. J'ai fait du commissariat aux apports et à la fusion, un petit peu d'audit. Et je me suis dit, mais en fait, la compta, ça fait partie de la boîte à outils, mais c'est pas une finalité en soi. Je vais pas passer des écritures toute ma vie, c'est ce que je craignais en devenant. Je m'étais dit non, mais je deviendrai pas expert comptable. Mais au final, non, c'est un des éléments de ta boîte à outils qui te sert, mais tu fais autre chose, tu peux faire d'autres choses. Avec le diplôme d'expert comptable, tu peux être expert comptable, commissaire aux comptes, et faire les missions que t'aimes. Mais c'est fou, t'as eu l'occasion quand même de voir des missions aussi intéressantes déjà, alors que t'étais relativement jeune, quand tu dis commissariat aux apports, audit, expertise judiciaire, alors que aujourd'hui, quand on fait un stage en général, on fait de la saisie, si on a de la chance, on fait des TVA. Mais du coup, c'est super bien en tout cas que ça existe des cabinets qui te montrent autre chose, et justement, c'est marrant que toi, tu te destinais pas à l'expertise comptable, et au final, c'est en allant dans un cabinet pour l'expertise judiciaire, on va dire, plus, que ça t'a donné envie d'être expert comptable, et au final, que t'aimais pas trop la compta, au final. C'est ça. En fait, déjà, il y a 2 choses qui m'ont motivée, qui ont motivé mon choix. Il y a déjà, celui qui m'a formé, donc Antoine Nougou, qui m'a donné envie de faire le métier, parce que je voyais l'humain, je voyais la relation client, et pour lui, c'est pas parce qu'on était stagiaire qu'on allait apporter le café, etc. On bossait sur les dossiers, et on était à ses côtés, il nous posait des questions, etc., nous challenger. C'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui fait que on va apprendre et on a envie de faire un métier. Et justement, la deuxième raison, c'est que il m'a permis de découvrir des missions auxquelles j'avais pas pensé et dont on n'entend pas forcément parler à l'école, notamment de l'expertise judiciaire en fait. Et tu peux peut-être donner des exemples de missions, juste un peu pour le teasing, après on en reparlera un peu plus en détail, mais qu'est-ce qu'on peut faire du coup
avec lui, je me souviens, une des premières missions que j'ai faites, c'était un apport partiel d'actifs. Donc c'est un organisme de HLM qui voulait vendre tout un pack de HLM à une autre entité. Et du coup, il a découpé dans sa compta tout ce qui se rattachait aux actifs immobiliers qu'il voulait céder, et il les a amenés dans une autre entité. Donc il y avait cette partie-là, où là, ce qui était très drôle, c'est que le directeur du contrôle de gestion à l'époque nous avait expliqué qu'on redescendait, on repointait, et il y avait un ensemble immobilier où on avait l'amortissement mais pas de construction en face. Et il nous avait dit, c'est un compte de classe 2, c'est pas grave. C'est un amortissement, il y a forcément un actif en face. Et bon, ça nous avait fait rire parce qu'on s'était dit, ouais, il doit pas être très droit au compta. C'est la petite blague de comptable. Après, une anecdote aussi, c'est que j'ai été amenée à intervenir dans le cadre de divorce, où souvent les discussions, donc là on intervient, l'expert judiciaire est désigné pour évaluer les titres qui appartiennent soit à l'épouse, soit à l'épouse, soit aux deux, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Et là, la discussion pendant un quart d'heure, c'était ce qu'ils allaient faire du chien à l'issue du divorce. Donc c'est très important. Donc, c'était... Comment tu évalues justement la valeur du chien? Écoute, c'est une bonne question. C'est en fonction de l'âge, de sa race, etc. Plein de paramètres à intégrer. Ok, super cool. Et donc, tu fais ton stage là-bas, tu valides ta MSTCF? Ouais, je valide ma M1, mon M2. À l'époque, c'était encore possible de passer le DSCG à la fin du Master 1 parce que quand on validait la L3, on avait le DSCG complet d'un coup. Donc je l'ai validé à la fin de mon Master 1, à ma grande surprise. Et le droit, c'était facile pour toi, non? Ouais, le droit, ça allait. Ma bête noire, personnellement, mais... Et puis la compta, ça s'est bien passé aussi au final. Et ce qui fait que à la fin de mon Master 2, j'hésitais à faire un Master 2 en droit des affaires. Et j'avais été prise dans 2 cursus où j'avais candidaté. Les oraux avaient lieu à la fin de l'été, et je m'étais dit... J'étais prise aussi chez Mazars, plus dans le cabinet où j'avais fait mon stage. Et je me suis dit, j'ai déjà redoublé 2 fois, le stage d'expertise comptable dure 3 ans, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, bon, allez, on se lance dans le stage d'expertise comptable. Le droit, s'il faut, je ferai une formation en plus à côté, je me débrouillerai. Et je me suis lancée dans le stage et j'ai choisi d'aller chez Mazars. Parce que Mazars, ce qui me plaisait, c'était que dans le cursus, dans le pôle que je rejoignais, il y avait et l'expertise comptable, et le conseil, et l'audit. Ça sur 3 ans. Et je me suis dit, dans le cadre du diplôme d'expertise comptable, c'est top parce que ça répond un peu à toutes les cases qu'il faut remplir. Mais le problème, c'est qu'arrivé chez Mazars, j'avais pris l'habitude, parce que le cabinet où j'ai été en stage, j'y ai passé 18 mois en cumulé. Donc, ce qui fait que j'avais une certaine autonomie, j'avais pris mes marques, j'avais l'habitude de travailler sans forcément avoir de manager pour avoir mes travaux. J'étais en direct avec les associés, c'était super intéressant. Et même pour une stagiaire, donc mais oui. En vrai c'est super bien. Je pense que c'est aussi ce qui peut donner envie des fois à des personnes, tu vois, peut-être que si t'avais été si t'avais travaillé avec des collaborateurs ou autres, peut-être que tu te serais pas dit oh c'est génial, expert comptable, je veux faire ça, tu vois. Peut-être que tu te serais dit oh non, la compta c'est pas pour moi, je vais partir en master 3 des affaires. Et justement le fait d'impliquer en fait même les stagiaires, de leur montrer ce que c'est le métier, ça peut leur donner envie de le faire après. Donc je pense que c'est super important de pas se dire les stagiaires ils vont avec les collabs, et justement de leur montrer ce que c'est que le métier au quotidien. C'est ça. Et donc chez Mazars, j'y suis allée, j'ai adoré mon expérience, mais j'étais frustrée parce que de là où j'avais l'habitude d'avoir... Alors, j'aurais pas la prétention de dire que j'avais une vision à 360 sur les degrés que je faisais en étant stagiaire, hein, mais j'avais une relative autonomie que j'avais perdue chez Mazars, et ça me frustrait beaucoup. Et donc c'est pour ça que j'y suis restée quelques mois et qu'ensuite j'ai décidé de partir. Et du coup, j'étais restée en contact avec mon associé qui m'avait recruté pour mes stages, et qui lui, entre-temps, avait créé son cabinet. Et donc, quand j'ai quitté Mazars, il m'a dit « Est-ce que vous voulez me rejoindre? Est-ce que ça vous tente ?» Et du coup, j'ai pas hésité longtemps et je lui ai dit « Go, j'arrive !»
Et là, à ce moment-là, pour toi, c'était déjà une évidence le fait que tu voulais être expert comptable, alors que, entre guillemets, tu aimais pas trop la compta. Est-ce que pour toi, tu trouvais pas ça bizarre, tu vois? Parce que c'est souvent l'image qu'a l'expert comptable, même si c'est pas vraiment la réalité, de se dire il faut adorer la compta pour être expert comptable. Et toi, en l'occurrence, c'était pas vraiment ce qui te bottait le plus et tu préférais le droit. Pourtant, pour toi, c'était évident, en fait. En fait, ce qui m'a donné envie de devenir expert comptable, c'est que je savais qu'on pouvait faire plein de missions différentes. Alors, je les connais pas toutes, mais je savais que par l'expérience que j'avais eue en stage, par ce que j'avais vu aussi chez Mazars, c'était un milieu et avec des missions très riches, où le matin on va travailler par exemple sur un commissariat aux apports, l'après-midi on va aller sur un dossier de conseil, le lendemain on fait un peu d'expertise comptable, le surlendemain on va partir en audit. Enfin, après, je pense que j'ai eu la chance aussi d'être dans un cabinet qui faisait toutes ces missions-là, et ça m'a permis d'acquérir des compétences et d'avoir un peu cette richesse d'expérience, parce que j'ai appris à intervenir sur certains types de missions. Et ça, c'est pareil, pendant ton stage, t'étais toujours sur ces trois grands types de missions, expertise comptable, commissaire aux comptes et expertise judiciaire. Je faisais aussi de l'évaluation d'entreprise. Ok. Et de la perfusion. Parce qu'en fait, pendant longtemps, le cabinet, quand il a été créé, on a été 2. Donc j'ai rejoint le cabinet. Le cabinet avait été créé en printemps 2011. Je l'ai rejoint en janvier 2012. Et on a été 2 avec des stagiaires jusqu'en janvier 2016. Mais du coup, vous aviez pas vraiment beaucoup de dossiers en expertise, parce que pour pouvoir, entre guillemets, avoir le temps de faire toutes ces missions à côté, c'est qu'il faut pas avoir non, on avait une petite dizaine de dossiers en expertise comptable. En audit, on avait 25-30 dossiers. Et après, commissariat aux apports à la fusion, puis ensuite le cabinet a grandi. Et jusqu'à l'année dernière, on avait 110 mandats en audit, donc là on en faisait beaucoup. Ouais. Et en expertise comptable traditionnelle, il y avait une soixantaine de dossiers. Puis on était occupés sur les autres missions aussi. Mais le staff avait grandi, donc... Ouais, forcément ça avait un peu évolué, mais ça reste... Enfin, je trouve que c'est bien de garder plutôt une petite taille, mais pour pouvoir faire plein de choses différentes. C'est ça. Et du coup, le stage, comment tu l'as vécu, toi? Est-ce que ça correspondait ça t'a conforté dans ta vision de vouloir être expert comptable? Comment, par exemple, quel était ton thème de mémoire? Alors, le stage, je dirais que ça m'a complètement conforté dans mon choix. Après, c'est parce qu'aussi j'ai eu la chance d'être dans un cabinet qui m'a permis de faire tout un tas de missions et de découvrir et d'être dans la réalité du terrain. J'ai pas trouvé le stage compliqué, mais je suis plutôt une boulimique de travail, donc ceci explique peut-être cela. J'étais à jour, j'ai rendu mes rapports semestriels avec beaucoup d'avance, et en fait, ce que j'ai fait pour mon mémoire de DEC, c'est que j'ai repris le mémoire que j'avais fait en Master 2 CCA. Et en fait, c'était sur la dématérialisation de l'expertise judiciaire. Parce que la question se posait à l'époque et se pose toujours. Maintenant, il y a une plateforme qui a été mise en place, etc. Mais je me suis posé la question, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place Et donc, j'ai essayé de répondre aux questions que je me posais. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu plus en détail ce que c'est l'expertise judiciaire? Parce que même moi, à titre perso, je ne sais pas vraiment ce à quoi ça correspond. Enfin, j'ai eu un peu des petits indices puisqu'on a discuté juste avant ensemble. Mais pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et donner des exemples peut-être un peu plus concrets de ce que tu peux faire au quotidien? Alors, l'expertise judiciaire, c'est... donc, il faut être architecte, expert comptable, médecin, peu importe. Donc il y a des experts judiciaires qui existent dans différentes disciplines. En tant qu'expert comptable, pour devenir expert judiciaire, il faut être expert comptable inscrit depuis un certain nombre d'années, avoir un certain nombre d'années d'expérience et avoir des spécialités. L'expertise judiciaire, donc, c'est quoi? C'est qu'on va être sollicité qui
qui a face à lui un litige où 2 ou beaucoup plus de parties vont s'affronter, et il y a un préjudice financier qui lui est soumis, et en l'état, il n'a pas les compétences techniques pour l'apprécier. Et donc, il va demander à un expert judiciaire d'intervenir pour l'aider et l'éclairer d'un point de vue technique, parce que l'expert judiciaire n'est pas là pour faire du droit. Donc, le magistrat va lui demander, va lui donner une feuille de route à suivre, et il va lui dire, ben voilà, je te donne une mission, il va falloir que tu la remplisses, tu vas écrire un rapport. Alors, il dit pas tu, dans les ordonnances, ou dans les jugements qui nous désignent, mais j'ai besoin de toi, parce que j'ai besoin de ta compréhension technique, de ton éclairage. Et l'expert judiciaire doit il doit prendre sa feuille de route, il doit pas aller en delà, et il doit répondre à tous les chefs de mission qui lui sont demandés. Et par exemple, on peut intervenir en qualité d'expert judiciaire. En ce moment, c'est les restaurateurs qui ont assigné les assurances dans le cadre du Covid pour déterminer la perte d'exploitation qu'ils ont subie du fait des fermetures administratives. Ça peut être dans le cadre de divorce, de succession, il faut évaluer des titres. Ça peut être dans le cadre d'une cession d'entreprise. Il y a un contentieux sur la définition du prix définitif, et donc on va intervenir à ce moment-là. Des expertises de gestion, donc c'est des associés qui sont pas d'accord. Donc ce qu'on a eu, c'était, on l'a su après que les associés avaient l'habitude de coucher ensemble et ils couchaient plus ensemble, donc c'est comme ça que l'expertise judiciaire avait démarré, et que la dirigeante, on nous avait demandé de regarder certains comptes, et puis en regardant certains comptes, on voyait franchement que les notes de téléphone, pour la société que c'était quand même archi disproportionné. Et quand J'aurais pensé que c'était l'hôtel ou les voyages. Mais... Et quand on a demandé le détail du listing, etc., ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'elle appelait des hotlines, mais hot dans le sens un peu porno du terme, et donc elle passait du bon temps au téléphone avec on ne sait qui, mais voilà, elle s'amusait. Ah oui, d'accord, donc les fameux experts de gestion, moi je me rappelle en droit des sociétés, on voyait que il fallait, alors je sais plus, 5 ou 10%, je crois, en fonction de la forme des sociétés, des associés qui peuvent demander une expertise de gestion, et donc pour faire par exemple l'expertise de gestion, il faut être expert judiciaire. C'est ça. Et en fait, si le magistrat choisit de ne pas faire appel à un expert judiciaire, mais à un expert comptable classique, il va devoir motiver sa décision. Parce que ce qu'il faut avoir en tête aussi, pourquoi est-ce qu'on fait appel à un expert judiciaire en général, c'est qu'il y a le code de procédure civile qui définit les règles qui sont propres à l'expertise judiciaire, donc il faut les connaître. L'expert judiciaire se doit d'être indépendant et impartial, donc c'est-à-dire que s'il s'avère que dans la partie, une des parties, c'est son père, son frère, son oncle, sa tante, son cousin, son copain, il doit s'omettre. Comme les commissaires aux comptes. Voilà, c'est le même principe. Il doit aussi s'assurer qu'il a les compétences techniques pour le faire, donc un peu comme les experts comptables et les commissaires aux comptes, on va pas accepter un dossier qu'on sait pas faire. Et l'expert judiciaire aussi doit mettre en œuvre, c'est un travail qui est personnel. Donc c'est lui qui travaille sur le dossier, c'est lui qui fait ses analyses, etc. Ses travaux sont décrits dans un rapport, et tout au long de ses travaux, tout au long de l'expertise, il doit s'assurer que le contradictoire est respecté. Alors c'est un gros mot, le contradictoire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si Julie, un jour toutes les deux, on est en conflit et qu'un expert judiciaire est désigné, il faudra que l'expert judiciaire fasse attention que tout ce que mon avocate a envoyé au tien, elle l'a bien reçu, et réciproquement, et que l'expert, à chaque fois, a bien envoyé les éléments et à ton avocat et au mien. Ok, top. Donc ça c'est le boulot d'expert judiciaire. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent ça a l'air super, comment on fait pour être expert judiciaire ? Alors tu disais il faut être expert comptable, et après est-ce qu'il y a d'autres démarches à effectuer ? Alors faut être expert comptable. Il y a un DU qui existe à Toulouse, que j'ai passé en 2018-2019, et qui permet d'avoir justement toute la partie je dirais procédurale. Ça c'est le premier volet du cursus. Est-ce qu'il faut le passer après le DEC, ou est-ce qu'on peut le passer pendant qu'on est en stage ou après le master ? Alors c'est vraiment réservé à un public d'experts comptables, et donc il faut avoir son DEC.
Et donc, sur toute la première partie du cursus, c'est le code de procédure civile, avec le code de procédure pénale, et aussi la partie administrative qui va être regardée. Et sur la deuxième partie du cursus, tu vas avoir vraiment la pratique, avec l'estimation de préjudice, et tout ce qui découle, parce qu'il y a différents types de préjudices financiers qui existent. Voilà. Et puis à Paris et Versailles, parce qu'en tant qu'expert judiciaire, c'est un peu comme les commissaires aux comptes, on est rattaché à une cour d'appel. Donc à Paris et Versailles, il y a un stage qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement recommandé à faire. Et du coup, moi j'ai démarré mon stage en janvier dernier. C'est un stage qui dure 3 ans. Et c'est un stage qui est beaucoup plus light que le stage d'expertise comptable, parce qu'au final, il y a un rapport annuel à rendre, où dedans, en une dizaine de pages, on décrit les missions sur lesquelles on est intervenu. Sachant que on assiste l'expert, mais c'est pas nous qui travaillons sur les dossiers. Ok, donc toi, t'auras fait 2 stages, le stage d'expertise comptable, le stage d'expertise judiciaire. Et donc, en fait, si on a rendu ces 3 ans aussi, tu me disais, si on rend les 3 rapports, c'est bon, on est expert, ou est-ce qu'on a des épreuves à passer? Alors, à la fin de ce stage, on a un écrit à passer sur justement les différents codes, donc la partie procédurale, et on a un oral aussi. Et à l'issue de ça, donc tous les ans, il faut déposer son dossier pour demander à être expert judiciaire auprès de la cour d'appel du ressort de notre lieu d'exercice professionnel. Donc, tous les ans, on dépose le dossier, et le fait d'avoir fait ce stage, d'avoir validé ce stage, il y a un appui, on va dire ça comme ça, ou un avis fortement favorable qui est rendu, et qui peut... Parce que c'est les magistrats qui statuent in fine, donc qui permettent d'aider à l'inscription. Et au niveau du coup des missions, est-ce que c'est les magistrats qui te les envoient? Enfin, c'est pas du tout un système commercial où tu vas chercher tes clients, c'est on t'assigne les dossiers en fait. C'est ça. En fait, tu vas recevoir au courrier l'ordonnance qui te désigne. Alors parfois, c'est les parties qui te contactent, enfin les avocats qui te contactent avant même que tu l'aies reçu. Et en fait, tu ne vas commencer à travailler que quand la provision, parce que dans le jugement, donc tu vas avoir les explications pourquoi est-ce que la partie A et la partie B s'opposent, et puis tu vas avoir par ces motifs, ordonnons l'expertise. Et il y a une ligne qui dit pour commencer à travailler, il faut verser 2 000 €. Et tant que ces 2 000 € sont pas versés au tribunal, tu commences pas à travailler. Parce qu'en fait, si cette somme n'est pas consignée, du coup la mission devient caduque. Bah justement, ça faisait partie de mes questions. Du coup, c'est qui te paye? C'est quand même, admettons, si c'est un couple qui a un litige, c'est quand même donc les parties qui te payent. Et comment ça se passe au niveau de la rémunération? Est-ce que comme les CAC, il y a une grille avec un tarif, peut-être un taux horaire ou quelque chose comme ça? Et sinon, une autre question, c'est que j'avais entendu, alors je sais plus, je crois que c'était dans le domaine du droit, que des fois, alors je crois que c'est quoi? C'est les avocats qui sont commis d'office, qu'en fait, ils reçoivent le règlement X mois, voire 1 an des fois après qu'ils aient fait la prestation. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi t'as en tant que... Enfin, t'es pas encore expert judiciaire, mais comment ça se passe justement à ce niveau-là? Alors, donc les fonds sont consignés au tribunal. C'est le tribunal qui dit quelle partie doit verser. Donc souvent, c'est celui qui demande l'expertise qui va verser. Parfois, dans le cadre de divorce, ça peut être du 50-50. Les 2 000 € en général, c'est pas le prix total de la mission. T'as le droit de demander des budgets complémentaires. C'est comme le délai qui t'a imparti, parce que souvent, tu te rends compte que le temps que la provision soit versée, que tu te mettes d'accord sur une date pour convoquer la première réunion, entendre les parties te présenter, etc., il peut se passer 2 mois. En général, t'as 3 à 4 mois pour faire tes travaux, donc c'est beaucoup trop court, parce qu'après, il faut que tu collectes les documents, etc. Donc, je dirais que sur cet aspect-là, c'est pas aussi rigide. Tu peux demander des provisions complémentaires, tu peux demander des délais complémentaires. Et pour répondre à ta question, donc faut pas avoir besoin de cash pour travailler sur des dossiers d'expertise judiciaire, parce que tu peux avoir un certain délai avant d'être payé. Et t'es payé une fois que t'as déposé ton rapport, sachant qu'en moyenne, une mission d'expertise judiciaire dure à peu près 18 mois en expertise financière. Donc,
en gros, tu consommes tes charges, mais t'as pas encore le produit en face. Donc, ouais. T'as un BFR qui peut être important, alors si tu fais que ça, mais toi tu fais pas que ça. Non, et puis oui, c'est important aussi de le dire, je l'ai pas précisé, l'expertise judiciaire, c'est une mission accessoire, c'est pas ta mission principale. Donc tu peux pas avoir 50% de ton chiffre d'affaires, par exemple, qui est en expertise judiciaire si t'as ton cabinet d'expertise comptable. Alors, il y a des cabinets ici qui ont cette répartition-là, de chiffre d'affaires, mais ça ne peut pas être, tu ne peux pas faire que de l'expertise judiciaire. Il faut que tu aies de l'expertise comptable à côté ou de l'évaluation, quel que soit le domaine sur lequel tu as une spécialité et pour lequel tu es inscrit. Mais oui, il faut que tu exerces. En fait, c'est important parce que quand on est expert judiciaire, ce qu'on te demande, c'est tu saches de quoi tu parles. D'être indépendant aussi. D'être indépendant, mais si ça fait 15, 20, 30, 40 ans que t'as pas fait de bilan, tu sais pas comment marche un logiciel comptable, etc. Si tu sais pas ce que c'est qu'un fichier d'écriture comptable, voilà, ça risque d'être un peu compliqué. Et si maintenant qu'on a parlé un peu de l'expertise judiciaire, si on revient au moment où t'as passé ton DEC, tu l'obtiens du premier coup. Yes. Et j'ai tout passé d'un coup. Ah, t'as tout passé d'un coup. Et alors, une fois que t'as le DEC, qu'est-ce que t'as fait du coup? Est-ce que tu t'es dit, je me lance, je crée mon cabinet? Est-ce que tu t'es associé? Alors, quand j'ai eu mon DEC, qu'est-ce que je me suis tout de suite dit? Est-ce que je peux démarrer mon stage d'expertise judiciaire? Et donc là, j'ai contacté la section Paris-Île-de-France, enfin Paris-Versailles, et on m'a dit non, il faut 50 diplômes. J'ai fait bon d'accord, donc on va patienter. Faut vraiment le vouloir, quoi, parce que si on compte au minimum, on va dire 8 ans pour avoir le DEC, plus 5 ans d'expertise, d'expérience professionnelle, ça fait 13 ans si je compte bien, plus 3 ans de stage, ça fait 16 ans. Ouais, faut savoir être patient. Ouais, patient et persévérant. Et voilà. Et en fait, moi, ce que je m'étais mis comme objectif, déjà, pour avoir les decks, c'est que, mais bon, ça ne tient qu'à moi, c'est que je m'étais dit, je ne fais pas d'enfant tant que j'ai pas le deck. Parce que je voulais me concentrer à fond sur le deck. Et puis, une fois que j'ai eu le deck, je me suis dit, allez, go, on fait les enfants. Pendant les 5 ans, là, c'est l'occasion. J'ai une fenêtre de tir. C'est ça. Et en fait, une fois que j'ai eu mon deck, j'ai eu l'opportunité de devenir associée ensuite dans le cabinet où j'étais. Et donc j'ai été associée pendant 4 ans. Et voilà, et ce qui fait que ça a accompagné la croissance du cabinet aussi, c'était dans la suite logique du parcours que j'avais fait, etc. Du coup, t'étais quand même assez jeune. T'avais quel âge? J'avais 30 ans. En fait, j'ai eu mon deck à 28. Ok. Et pour toi, ça te paraissait pas un peu trop jeune d'être associée, ou je sais pas, des fois c'est des barrières qu'on se met, mais non, toi tu te sentais prête en fait, je me suis pas posé la question. Je me suis dit, j'ai l'opportunité, faut la saisir. Si on me le propose, c'est que je suis capable, c'est ça. En théorie. Et est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans tes missions, par exemple, le fait de devenir associée? Non. Ou pas du tout? Non, parce que dès que j'ai commencé à travailler, je me suis toujours dit, ce que je soumets à la relecture, je dois être capable de le signer si c'est moi qui dois le signer. Et ça a toujours été mon état d'esprit, quelle que soit la mission sur laquelle j'intervenais. Donc du coup, tu restes 4 ans, tu disais? Associée, oui. Ouais, et qu'est-ce qui se passe après? Tu te lances, et après, en janvier 2021, il y a une petite graine qui avait été posée un jour et puis qui a commencé à pousser. Et je me suis dit, j'ai envie de me lancer. Mais je suis associée, voilà, j'ai un job qui me plaît. J'ai un niveau de rémunération qui est cool. J'ai une équipe, c'est sympa. J'aime bien les missions que je fais. Mais tout va bien en fait. C'est ça, tout va bien, mais j'ai envie de me lancer. Et puis je me dis et puis ça prend de plus en plus de place. Et je me dis, attends, laisse passer l'été, parce que là tu t'enflammes, tu verras. Et puis j'ai laissé passer l'été, je suis partie en vacances. Et puis en rentrant de vacances, j'ai fait faut que je m'installe. J'ai vraiment envie de créer quelque chose. Et c'était important en tant qu'expert comptable, on travaille avec des entrepreneurs. Alors, que ce soit la TPE, PME ou les plus grosses boîtes, mais avec des chefs d'entreprise.
Et pour moi, c'était important de me mettre vraiment dans la peau d'un chef d'entreprise. Parce que on m'a déjà dit, mais en tant qu'associé, t'avais la peau d'un chef d'entreprise. Pas forcément, parce que moi, j'étais plus associée technique, on va dire. Et la partie organisation, etc. Si, encadrer les équipes, gérer les plannings, voir la facturation et tout ça, oui. Mais me dire, vraiment partir, créer de zéro, non, ça me manquait et je voulais vraiment le faire. C'est ça, t'avais pas créé de zéro, en fait, tu t'étais un peu greffé C'est ça, à un j'ai projet. grandi avec le cabinet, parce que le cabinet, je suis arrivée, il avait quelques mois, donc je considère que, avec le travail qu'on a fait avec mon associé, on a vraiment monté un cabinet, voilà, j'y ai contribué. Après, c'était la phase de création que j'avais pas et que je voulais faire. Et t'as choisi de créer du coup ton cabinet, donc on dit ex nihilo quand on part de zéro. Et toi, tu l'as créé toute seule ou... Oui. Ouais. Toute seule. C'était un choix parce que tu sais, souvent, on peut se dire oh, mais il me faut un associé pour créer mon cabinet. Toi, t'as choisi de le faire seul. C'est quelque chose. Est-ce que pareil, t'as cherché un associé, t'as pas trouvé, ou est-ce que pour toi, t'avais besoin justement d'être encore plus indépendante et d'être seule Non, quand ça s'est su que je partais, on m'a proposé de rejoindre d'autres cabinets. J'ai écouté les propositions, mais au final, je me voyais pas intégrer une nouvelle structure. J'avais vraiment envie de créer, de m'installer. Et je me suis dit, pour vraiment faire quelque chose qui me plaise, je veux avoir moi la feuille blanche et dessiner ce qui me plaît. Et donc justement, est-ce que tu peux nous parler un peu comment ça se passe quand on crée un cabinet alors, parce qu'on n'est pas préparé à ça. On le disait un peu en off que on nous prépare, on va dire, à avoir le diplôme, sauf que le diplôme c'est pas à la fin, c'est le début. Et du coup, qu'est-ce que t'en fais après, et surtout comment tu crées un cabinet comme ça quand tu pars de zéro? Qu'est-ce que t'as rencontré comme difficulté? Quelles sont les questions que tu t'es posées? Voilà, si tu peux nous raconter un peu. Alors, déjà, une des premières questions qui s'est imposée à moi, c'est comment je vais l'appeler ce cabinet. La première question qui est toute bête, mais pourtant qui peut prendre des fois plusieurs semaines ou mois. Ah, mais moi, ça m'a pris des semaines. J'y réfléchissais. J'ai commencé à y réfléchir pendant l'été. J'étais là, mais comment je vais l'appeler? Julien et associé? Non. Ça faisait trop... Non. Puis j'ai cherché, et puis un jour... Il y a un jeu de mots, non, dans ton... Ouais, il y a un jeu de mots. Je l'avais même pas vu, tu vois. Mais on va voir si c'est le jeu de mots auquel tu pensais. Et en fait, c'est un jour où... si je voulais créer aussi, c'était pour mes enfants, avoir l'opportunité d'avoir plus de flexibilité. Et mes enfants s'appellent Constance et Com. Et donc j'ai joué avec leur nom, et c'est là qu'est venue l'idée de Commence. Donc c'est le début de Com et la fin de Constance. Et ça fait commence comme le commencement, le début de quelque chose. Et j'ai un copain qui m'a dit, mais Marine, c'est le début de compta et la fin de finance. J'ai fait, ouais, si tu veux, mais à la base, c'est pas ça. Mais c'est vrai que ça peut être ça. Et donc je dirais que le nom, c'est important. Et pour moi, en fait, j'ai choisi un nom qui soit pas attaché à ma personne, même s'il y a ma petite histoire personnelle derrière. Mais je voulais un nom qui, quand on décide de rejoindre le cabinet, on rejoint une équipe, on rejoint une façon de travailler, on rejoint des valeurs, et on rejoint pas juste une personne. Et les clients, s'ils viennent, c'est pour Commence et c'est pas pour Marine Julien. Tu avais déjà cette vision quand tu as créé ton cabinet de te dire je veux vraiment avoir une équipe, je veux pas être toute seule. Non. L'objectif c'est de grandir et puis d'avoir la réputation d'être un cabinet qui est sérieux et qui travaille bien. Alors je dirais que tout le monde veut, mais moi c'est important, ça me tient à cœur. Donc là, une fois que tu as choisi le nom, alors quelles sont les étapes d'après? Alors l'étape d'après, je me suis dit où est-ce que je m'installe? Et c'est l'avantage d'être élu à la CRCC de Paris, c'est qu'on a les infos, voilà, et qu'on en entend. Et il y avait l'espace Lucas. Et je savais, en ayant discuté avec un copain que tu connais, Gilles Bossigère, et lui il m'avait dit que c'était un peu long quand il s'était installé parce qu'il avait pris un espace de coworking et ce qui avait bloqué c'était le H3C. Et je me suis dit, je veux m'installer vite. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ça avait coincé? Parce qu'on a des contraintes en fait en termes de secret professionnel et de modalités d'exercice. On ne peut pas s'installer où on veut, dans les espaces de coworking, je précise. Et ça c'est le cas, c'est parce que en particulier toi t'étais commissaire aux comptes, ou c'est le cas aussi pour les experts comptables? Non, les experts comptables, je pense que c'est un peu plus souple. Je parle pour l'installation, parce qu'il y a des ontologies et tout ça. Mais j'ai pas connaissance que l'inscription à l'ordre est
pu être ralenti par un lieu d'exercice. Par contre, je sais que le H3C fait attention justement aux modalités d'accueil qu'on a et d'exercice. Et du coup, Lucas, je me suis dit qu'au moment où j'ai voulu créer, tout s'aligne en fait. Parce que Lucas vient d'être inauguré en avril, enfin, là t'as plus le choix, faut que tu te lances, Tu quoi. peux expliquer ce que c'est, Lucas ? Et Lucas, en fait, c'est un espace qui a été créé donc en partenariat avec l'Ordre de Paris-Île-de-France et la CRCC de Paris, qui est un espace de coworking dédié aux experts comptables et aux commissaires aux comptes. Et donc, j'ai choisi de me domicilier là-bas. Et au final, l'inscription et à l'Ordre et au H3C s'est fait super vite, parce que à l'Ordre, j'ai envoyé mon dossier mi-novembre, j'ai été inscrite début décembre, et j'ai envoyé mon dossier au H3C mi-décembre et j'ai été inscrite fin janvier. La société, parce que j'étais déjà inscrite en tant que personne physique. Et c'était justement une volonté pour toi d'avoir des locaux qui soient quand même dissociés de là où tu habitais, parce qu'en soi, tu t'aurais pu te dire je travaille de chez moi, maintenant que le télétravail, en plus, c'est très démocratisé, de se dire en plus comme ça, je m'enlève un coût, parce que quand tu démarres... L'avantage, je dirais, que de cet espace de coworking, c'est que justement, comme c'est à destination des jeunes confrères qui s'installent, les tarifs sont franchement abordables. Là, j'avais pris une formule où c'était 280 € hors taxe par mois, j'avais accès à l'open space, et j'avais 16 heures de salle de réunion. Donc c'était une formule qui me convenait parfaitement. Et ensuite, il y a 2 choses à laquelle j'ai prêté attention. C'est que la première, c'est rue du Colisée dans le 8e, à côté des Champs-Élysées, donc c'était prestigieux. Et je me suis dit, je veux une adresse vraiment de référence qui fasse sérieux. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que je voulais vraiment un espace de travail dédié. La maison, c'est la maison. Je peux être amenée à y travailler, mais je veux la séparation entre les deux. C'est important de couper aussi. Et puis peut-être aussi de pouvoir échanger avec d'autres confrères et consoeurs qui sont récemment diplômés et potentiellement qui vont avoir les mêmes problématiques que toi. C'est ça aussi. Ça aussi, c'était important. Et peut-être alors maintenant que t'as le nom, t'as le lieu, je sais pas, peut-être que la prochaine étape c'est d'avoir des clients ou... Alors l'étape d'après, il y avait les clients et la com. Et je me suis dit, les clients c'est lié à la com. Et donc ce que j'ai fait, pareil, toujours avec la CRCC de Paris, d'être attentif, écouter ce qui se passe, etc. Je me suis dit, il me faut une agence de com. Et parce que je sais pas faire, je considère que c'est un métier à part entière. On nous apprend pas à nous vendre, on nous apprend pas à mettre en avant ce qu'on sait faire. Donc il y a des gens qui sont beaucoup plus efficaces que moi sur ce terrain-là. Donc je vais aller voir des pros. Et donc je suis passée par une agence, Altus Communication, et je travaille d'ailleurs toujours avec eux, qui m'a aidé à créer le cabinet, créer le logo, créer mes cartes de visite, le site peut-être, site internet, et on a travaillé ensemble. Et aujourd'hui, il m'aide justement sur la communication, l'animation de ma page LinkedIn. Je fais une newsletter tous les 2 mois. C'est moi qui travaille, qui choisis les articles, etc. Mais c'est eux qui la diffusent. C'est eux qui relaient les infos sur LinkedIn. Dès que je participe à un événement, c'est relayé aussi. Donc, j'ai fait le choix. C'est un coût, c'est un budget. C'est ma plus grosse ligne de coût aujourd'hui. Mais j'ai choisi de le faire parce que pour moi, si on veut avoir de la visibilité, il faut bien maîtriser sa com. Et donc, t'arrives à avoir des clients avec justement cette stratégie, parce que tu sais, en tout cas, quand on n'est pas expert comptable, on dit, oui, on a trop de clients, on ne sait même plus quoi en faire. Mais en fait, quand on débute, des fois, ça peut être un problème de ne pas réussir à trouver de clients si on n'a peut-être pas le réseau physique suffisant. Je dirais que c'est ça, c'est que déjà, quand vous quittez un cabinet, quel qu'il soit, il faut partir en bon terme. Parce que c'est important, on est un tout petit monde. On a un tout petit milieu, tout le monde se connaît plus ou moins, tout le monde parle. Donc c'est important de garder toujours des bonnes relations. Bon, ça sert à rien de s'étriper, on est tous amenés à retravailler ensemble un jour ou l'autre, donc autant que ça se passe bien. Quand on sent que on s'entend plus, autant se dire voilà, on s'entend plus, puis voilà, c'est pas la fin du monde. Mais est-ce que t'as vraiment eu des clients avec cette stratégie justement de com, ouais. Ou est-ce que c'était plutôt du bouche à oreille ou comment? Alors il y a le bouche à oreille qui a joué. Ensuite, le fait d'avoir été pendant 10 ans dans un cabinet où j'ai travaillé et où je suis passée associée, forcément, quand tu travailles, t'as des contacts qui se créent, il y a des gens qui ont apprécié travailler avec toi, etc. Puis quand tu changes de cabinet ou que tu crées ta boîte,
on te recontacte parce qu'on a apprécié ta façon de travailler, donc il y a ça aussi. Le fait de faire, et ça c'est important, une revue de presse tous les 2 mois, ça permet de rappeler aux gens, coucou c'est Marine, coucou c'est Commence, voilà ce qu'on fait. Donc si vous avez cette problématique, contactez-nous. Ta newsletter, justement, elle est à destination de tes clients actuels ou non, elle est à destination de qui exactement? Alors, je l'envoie à ma base de contact. Donc dedans, j'ai des avocats, j'ai des clients, j'ai d'anciens clients, j'ai un peu tous les gens que j'ai été amenée à rencontrer dans le cadre de mon parcours professionnel à aujourd'hui. J'ai ma base, elle fait pas loin de 1300 contacts. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Et tu partages quoi, par exemple, dans ces newsletters? Comme mon site est articulé autour de 5 missions, j'ai un article par mission. Donc il y a l'expertise comptable, l'audit, l'évaluation d'entreprise, l'estimation de préjudice et l'apport fusion. Vraiment, c'est pour montrer ton expertise sur ces sujets-là et se dire que ah bah tiens, on a une problématique sur tel type de mission, bah tiens, on connaît quelqu'un qui sait faire et on va contacter Marine du coup. C'est ça. Et donc là t'as quand même quelques clients. C'est quoi à peu près peut-être ta répartition en chiffre d'affaires entre les différentes missions? Je sais pas si t'as l'info. Est-ce que ta compta est à jour? Ouais. Alors ma compta est pas totalement à jour, mais alors ma facturation, si, ça elle est à jour. Les encaissements, je les suis de près. Et après, je suis au quotidien, même si la compta est pas, si la charge est pas en compte de classe 6 et tout ça, je suis. Ça, y a pas de souci. Et en termes de répartition, je dirais que la compta pour l'instant c'est marginal parce que c'est des missions de révision. Donc c'est les clients qui choisissent de tenir leur comptabilité et moi je viens après pour revoir, ensuite établir les comptes et l'alias fiscal. Mais je leur propose une formule un peu adaptée parce que je propose 3 grands rendez-vous dans l'année et après je suis là au quotidien si jamais ils sont des questions. Mais il y a 3 grands rendez-vous, donc on fait une réunion en général à la fin du premier semestre pour savoir où est-ce qu'on en est, etc. Ensuite, quelques mois avant la clôture, pour piloter, savoir ce qui serait bien de mettre en place ou comment mettre en place des actions correctives si on voit qu'il y a les budgets qui ont un peu dérapé. Et ensuite, au moment de la présentation du bilan, mais pareil, là, ce qui est intéressant, c'est pas juste de donner le bilan, c'est d'avoir un travail d'analyse derrière. Parce que c'est là où on nous attend, c'est pas juste tiens ton bilan et alors je t'explique ton passif il est comme ça et puis le client il s'en moque. Donc il y a un vrai travail d'accompagnement. Tu disais que tu faisais de l'évaluation d'entreprise aussi, c'est quelque chose, comment on se forme si on veut faire de l'évaluation d'entreprise? Est-ce que c'est plus par la pratique professionnelle? Est-ce que tu as peut-être des diplômes qu'on peut passer? Comment t'as fait toi? Alors il y a la pratique professionnelle, donc ça il y a des cabinets qui sont spécialisés ou il y a des cabinets qui ont des pôles dédiés. Et ensuite, il y a des formations qui existent. Donc, il y en a notamment une que j'aimerais faire l'année prochaine, qui est en 2 ans. Donc, c'est la CCEF qui propose ce parcours. Donc, et c'est vraiment, pour le coup, cette formation est très axée pratique. Parce qu'il y a des formations qui sont un peu plus théoriques. Là, c'est vraiment la pratique. Donc, ça vient enrichir et te donner, d'acquérir d'autres réflexes. Et comme tu disais que c'est 2 ans, mais je suppose que c'est quoi? C'est peut-être une journée 10 jours par an. Ok, ouais. Si j'ai bien suivi. Mais il y a aussi la CRCC de Paris qui a un partenariat avec Dauphine, qui propose aussi une formation en évaluation d'entreprise. De mémoire, il me semble aussi que c'est sur 2 ans. Donc après, c'est un peu comme tous les métiers. Tout se fait sur la pratique. Et donc pour répondre à ta question sur la segmentation du chiffre d'affaires, donc j'ai un peu d'expertise comptable, un peu d'audit, où là j'ai eu mon premier mandat d'audit légal, et normalement j'en ai un deuxième qui doit arriver. Là, c'est ça mon sous-peu. Il y a des confrères aussi qui me sollicitent pour que je fasse un peu, alors pas leur contrôle qualité externe, mais qui me disent Marine, j'aimerais bien que tu regardes le dossier, savoir ce que tu penses, est-ce qu'il y a des diligences qui manquent, est-ce que selon toi l'opinion est en ligne avec les travaux qui ont été faits, etc. Donc ça c'est intéressant aussi parce que là c'est vraiment la recherche de la qualité et de l'amélioration des équipes. Donc ça je dirais que ça doit représenter à aujourd'hui 15% de mon chiffre d'affaires. Ensuite il y a l'évaluation d'entreprise.
Donc là, ça représente 25% de mon chiffre d'affaires. Et tout le reste, c'est l'estimation de préjudice et l'assistance aux experts judiciaires. Et comment tu Et trouves les des apports clients aussi, j'ai oublié. Comment tu trouves des clients en évaluation d'entreprise? C'est pareil? Alors moi, ceux qui m'ont... C'est plutôt des plus grosses boîtes? Alors pas forcément. Moi là, j'ai été contactée à chaque fois par des avocates, pouteux du coup, que j'ai rencontrés à des soirées, à des soirées professionnelles ou lors de formations. C'est du réseau, quoi. Voilà. En général, c'est ça. Quand on commence... Et puis ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que quand tu crées ton cabinet, quand les gens savent pas comment tu travailles, ils vont t'envoyer un dossier, ils vont tester, ils vont voir si la relation client ça se passe bien, si tu dis pas trop d'âneries, si ton rendu est qualitatif. Et puis si toutes ces conditions-là sont réunies, bah après ils vont revenir. Et alors maintenant que si on reprend un peu le déroulé, quand on crée son cabinet, donc maintenant que tu as des clients, après il faut choisir les outils. Toi, comment tu as fait pour choisir les logiciels avec lesquels tu travailles? Ouais. Alors, j'ai pas inventé la roue. J'ai pris pour la partie compta, j'ai pris le logiciel que je connaissais. Et pour le coup qui m'a semblé intéressant parce que comme je me crée, mon sujet c'était je veux passer à la facturation électronique là tout de suite maintenant parce que je sais que c'est un des enjeux des années à venir. C'est le précurseur, toi tu t'es dit je veux pas attendre dans 2 ans. Non, je veux pas être face au mur, je prends le sujet à bras le corps. Et en fait la solution que j'ai choisie, c'est vraiment une plateforme collaborative et il y a un module de facturation électronique. Donc je dirais que, mais ça c'est pareil, parce que j'étais en train de me créer et que je savais exactement quelle mission je voulais, j'ai créé mon catalogue de facturation, j'ai créé ma trame de facture, puisqu'on me propose des modèles, et ma facturation, elle est faite assez rapidement. Et ensuite, je clique sur charger dans la compta, et piouf, tout s'importe, c'est magnifique, et voilà. Le fameux bouton qu'on cherchait tous. C'est ça, le presse-bouton. Là, pour le coup, on est dedans. Voilà, et puis c'est un outil que je propose aux clients du coup. Il y a aussi un OCR qui est intégré. Tu peux y expliquer ce que c'est OCR? Et en fait, un OCR, c'est que je vais mettre mes factures d'achat dedans, il va les lire, et puis il y a certaines informations qui vont déjà être renseignées, ce qui fait que là, pour le coup, c'est pas de la saisie, c'est vraiment de la révision, si j'ose appeler ça de la révision. En tout cas, je vérifie, donc là, c'est la bonne date, clac, clac, et ça va beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus efficace. Et c'est ce que je propose aussi aux clients de mettre en place, ce qui fait que à aujourd'hui, sauf un client qui a voulu rester sur la solution qu'il avait. Mais autrement, les clients que j'ai en expertise comptable ont adopté ce schéma-là et écoute, pour l'instant, ils sont contents. Tant mieux. Du coup, tu disais, ça fait quelques mois que tu as créé ton cabinet. Est-ce que tu envisages de recruter et peut-être, si oui, à quelle échéance et quel type de profil tu voudrais recruter? Parce que toi, tu fais plein de choses. Là, actuellement, j'ai une stagiaire avec moi jusqu'à la fin du mois de juin, donc qui est à la Sorbonne en 2e année. Elle passe en 3e année en magistère finance. Et à la rentrée, j'ai potentiellement une alternante qui, pareil, m'a contactée parce que sa directrice de master, justement, elle faisait beaucoup de saisies, etc. Et elle est en master CCA dans une fac à Paris. Et sa directrice, je lui ai dit ça serait bien de faire autre chose que de la production. Donc c'est une chose de le dire aux étudiants, mais des fois après, on choisit. À trouver son voilà, cabinet. c'est ça. On choisit pas forcément ce qu'on fait. Et ce qui fait que j'ai échangé avec elle la semaine dernière. Je lui ai expliqué ce que je faisais et elle a semblé hyper emballée. Et donc je dois la revoir jeudi pour un 2e entretien, savoir si elle est toujours tentée ou pas. Et puis l'objectif c'est qu'elle intervienne avec moi un peu sur ces types de missions, lui faire connaître le métier et puis lui donner envie de devenir expert comptable et commissaire aux comptes parce que c'est un chouette métier. Comme toi, on t'a donné envie maintenant de transmettre aux autres. Je crois que tu donnes des cours aussi, tu m'as dit? Ouais, donc j'interviens au sein du DU d'expertise de justice à Toulouse. Donc celui où tu viens de passer ton diplôme et déjà t'es passé de l'autre côté de la barrière. C'est ça, on m'a proposé de co-animer certains cours, donc j'ai accepté avec joie. J'anime aussi, pareil, toujours à Toulouse, il y a un DU gestion de patrimoine où on m'a demandé de faire, il y a 9 heures de cours sur tout ce qui est introduction à l'évaluation d'entreprise. Donc ça, c'est un cours que j'anime aussi. Et puis on m'a proposé, dans le cadre du Master CCA de Paris 1,
à la Sorbonne, d'intervenir sur tout ce qui est comptabilité des sociétés, donc augmentation de capital, réduction de capital, affectation du résultat, etc., dans le cadre du master CCA. Donc, voilà. Et quand tu me dis on a proposé, du coup, c'est pareil, c'est du réseau que tu t'étais fait avant. C'est ma directrice de master qui m'a recontactée en me disant Marine, est-ce que vous seriez intéressée? Je fais go. Comme quoi, ayez des bons contacts aussi avec vos profs, parce que peut-être que dans quelques années, vous serez amené à donner des cours, même si ça peut paraître loin quand on est à l'école, mais en fait, des fois, la bascule se fait assez rapidement. Et toi, c'est quelque chose que t'aimes, donner des cours? Ouais. C'est important parce que c'est là où on voit, où par la théorie qu'on apporte, on vient donner de la couleur en mettant la pratique qu'on a. Parce que souvent, ce qu'on voit quand on est à l'école, c'est qu'on apprend beaucoup de théorie et qu'il nous manque la pratique. Et ce qui m'a manqué en tant qu'étudiante, et j'essaye de faire attention quand j'interviens dans les différents cursus, quand je fais des conférences, toujours de donner l'aspect pratique pour que ça reste pas abstrait, parce que souvent on se dit ok, bon bah ça je fais comment pour le mettre en place, j'en sais rien. Et en fait le fait de se dire ben voilà, j'ai eu telle difficulté et voilà comment je l'ai contournée, voici comment j'ai mis en place, ou voici comment j'ai appliqué concrètement ce qu'on est en train de voir, ça donne une autre couleur et ça permet ça permet de captiver les étudiants, que ce soit les étudiants, les jeunes ou les moins jeunes qui sont professionnels comme toi mais qui découvrent l'expertise judiciaire. Et c'est la richesse, le fait d'échanger, et c'est ça qui est intéressant. Et surtout le fait de donner des exemples, je trouve que c'est super parlant. Et des fois, tu sais qu'on retient mieux on va retenir les exemples plus que si on te donne un cours comme ça et on te dit dans tel cas faut faire ça, tu vas l'apprendre entre guillemets bêtement par cœur et tu vas le recracher le jour de l'examen. Alors qu'en fait, souvent tu retiens les petites anecdotes, des fois qui ont plus ou moins rapport avec le cours, mais les exemples, c'est toujours en général ce qu'on retient le mieux. Et donc du coup, ce qui fait qu'après on a peut-être aussi moins besoin de bosser parce qu'on s'intéresse à la matière, on voit vraiment à quoi ça sert réellement et pas juste apprendre son cours pour le ressortir derrière. Ok, top. Du coup, donc maintenant qu'on a, est-ce que tu avais peut-être des conseils pour ceux qui voudraient lancer un cabinet? Tu me disais à donner. Est-ce que tu as des conseils peut-être à des gens qui se disent ouais, je veux passer le DEC, ou qui sont peut-être actuellement en stage et qui veulent peut-être créer leur cabinet, mais qui ont peut-être un peu peur de se lancer, tu vois, de se dire je vais créer une entreprise, je vais potentiellement être tout seul. Des fois, ça peut faire un peu peur de se dire non, je vais plutôt m'associer. Enfin, toi, quel est ton retour là-dessus? Je dirais qu'il faut pas avoir peur d'être seul. Parce que, bon, là, je vais dire un truc philosophique, dans la vie, de toute façon, on est seul. Mais il faut savoir bien s'entourer. Et c'est important. Et il faut savoir qu'on peut, un peu comme Jean-Pierre Foucault, dans Qui veut gagner des millions, avoir les appels à un ami, se dire que même si on est seul, là, aujourd'hui, je suis seule, mais l'objectif, c'est de grandir, c'est de se dire que on sait qu'on a des copains ou des connaissances professionnelles avec qui on s'entend très bien, et si on a un souci, on les appelle et on échange, et en fait c'est un échange en bonne intelligence. Je dirais que ça c'est important. Ce qui est important aussi, c'est de pas accepter n'importe quelle mission, pas à n'importe quel prix. Alors ça peut surprendre quand on se lance. Même quand on débute et Moi j'ai refusé des missions là parce que soit j'avais pas envie, clairement, parce que je sentais pas le client et que le feeling soit parce que ça rentrait pas totalement dans mon champ de compétences et j'avais pas envie de faire d'ânerie, donc j'ai préféré décliner. Ok. Bon. Ne pas hésiter alors à se lancer, surtout bien s'entourer. Je pense que je sais plus où j'ai lu ça, mais que des fois, en fait, on peut être seul et se sentir bien entouré, comme on peut être entouré et se sentir seul. Donc ça n'a pas forcément de corrélation. J'avais vu que tu avais passé un diplôme, une certification en médiation d'entreprise. Est-ce que c'était le DU dont tu parlais tout à l'heure? Non, c'était une autre formation que j'ai passée dans le cadre d'un... Je crois que c'est une association, l'IEM, l'Institut... j'ai oublié.
arbitrage et médiation. Et en fait, ça a été une formation que j'ai suivie pendant une dizaine ou une douzaine de jours où, alors là, ça bouleverse complètement ce que tu as l'habitude de faire en tant qu'expert comptable. Parce qu'en tant qu'expert comptable, un client vient te voir, il faut que tu lui trouves la solution au top. Ou tu as un contentieux, il faut que tu trouves... quand on vient te voir, en général, il faut que tu aies la solution. Là, quand tu es médiateur, t'es pas là pour donner ta solution. En fait, l'objectif, s'il n'y a pas de solution in fine à l'issue de la médiation, il n'y a pas de solution. Mais là, toi, t'es là en tant que médiateur pour faire se parler les gens. Que les médiés s'entendent. Et que quand tu sens qu'ils arrivent pas, ils s'écoutent, mais ils se comprennent pas, c'est à toi d'essayer, en étant objectif et neutre, de les faire s'aligner et de faire aligner leur communication et qu'ils puissent appréhender sans forcément accepter, mais qu'ils puissent comprendre la position de l'un. Et du coup, donc ça c'est quelque chose que tu fais, tu es aussi médiateur, médiatrice. Médiatrice, pour l'instant je me suis pas jetée dans le grand bain. Non. Et là c'est pareil, est-ce qu'il faut avoir le DEC ou non? Non, là t'es pas du tout obligé d'avoir le DEC. Tu peux être médiateur inscrit auprès de la cour d'appel. Donc là, t'en fais vraiment un métier à part entière. Moi, je m'en sers dans ma vie perso et dans ma vie pro parce que t'as des outils et t'essayes d'aborder les conflits un peu différemment où t'es davantage dans l'écoute, t'es moins tout de suite dans la réaction immédiate. Après, ça dépend du tempérament de chacun, mais en général, moi, quand on mord, je remords derrière. Donc non, faut prendre du recul parce que au final, c'est pas ce qui fait avancer les positions de chacun. Mais ça te permet de prendre du recul, ouais. Et donc là, tu as passé ce diplôme, ça veut dire que si tu le voulais, là aujourd'hui, tu pourrais faire de la médiation? Je pourrais essayer de faire de la médiation, ouais. Mais je suis toujours en contact avec certains élèves qui ont suivi la formation avec moi, qui étaient des professionnels aussi. Il y avait beaucoup d'avocats, des juges aussi. Et il y en a un qui a choisi de développer un de ses pans dans son activité. Donc il fait de la médiation. Alors en binôme. Je crois qu'il en a... La dernière fois que j'ai échangé avec lui, c'était pas encore lancé seul. Mais on nous avait dit, par exemple, d'aller en mairie et de dire, voilà, on a suivi une formation de médiation, commencer par des litiges de la vie courante, et puis après, au fur et à mesure, se faire les dents, progresser et évoluer. Parce que du coup, quand tu fais de la médiation, tu commences par, entre guillemets, les particuliers, et après... Non, pas forcément. Mais là, c'était vraiment si on voulait s'essayer sans forcément d'enjeu. Il a posé sa poubelle devant ma porte, je veux pas, ça, tu peux le gérer. Il n'y a pas de... comme quoi, on peut faire plein de choses. Ouais. Surtout pour ceux que... Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien le droit de société, donc je pense que ça peut vous donner des pistes si jamais la compta, ça vous fait pas plus que ça. Est-ce que tu peux nous dire ce que t'aimes le plus dans ton métier? J'aime beaucoup le contact des clients, échanger avec eux, découvrir tous les jours de nouveaux métiers. Et ça, c'est la chance qu'on a de faire, que j'ai, parce que je sais pas si je peux parler au nom de tous les confrères, mais de faire différents types de missions au sein du cabinet. Je découvre des métiers tous les jours, et ça me plaît. Me dire aussi que j'apprends tous les jours, parce que on s'appelle pas Google, on n'a pas un ordinateur dans la tête. Je pense qu'on s'ennuierait si on avait un ordinateur dans la tête. Et de se dire, tiens, là on m'a posé la question, j'ai pas la réponse tout de suite, à chaud je dirais que c'est ça, mais je vais aller les regarder. Ça, c'est challengeant aussi, et... Je peux mettre. Ouais. Est-ce que t'aimes le moins, alors? Ce que j'aime le moins... Faire des podcasts. Non, pas faire des podcasts, ça, je trouve que c'est intéressant. Non, ce que j'aime le moins... T'as le droit de dire que t'aimes tout, hein. Non, la compta au début j'aimais pas. Après faire de la production, etc. Voilà, c'est pas ce pourquoi on est destiné quand on est expert comptable, mais faut savoir le faire. Ce que j'aime pas à la limite, c'est mais c'est moi à titre perso,
c'est prendre des coups de pression sur les calendriers. Parce que en fait, le client ou l'avocat a pas suffisamment anticipé, ce qui fait que comme toi t'interviens au bout du bout, t'es dans une seringue et donc faut savoir dire là il y a un client qui m'a dit gentiment, j'aimerais bien avoir mon bilan, etc. Et, je lui ai dit écoutez, je vous ai relancé de manière régulière. Je comprends votre problématique, il vous faut les infos pour l'IRPP pour le 8 juin. Je lui dis mais en attendant, je vous ai relancé régulièrement, c'est vous qui n'étiez pas prêts. J'ai d'autres dossiers aussi et d'autres choses. D'autres problématiques pour d'autres clients qui eux ont respecté leurs échéances. Maintenant je vous ai dit quelles étaient mes disponibilités, maintenant ça sera à partir de mi-juin. Donc il a compris, il s'est excusé. Il a compris que son IRPP, il allait se débrouiller. Et que l'année prochaine, il anticipera un peu mieux. Voilà. C'est ça, faut aussi éduquer un peu les clients. C'est ça. Après, il y a des problématiques où il y a des dossiers où il faut agir dans l'urgence, etc. Oui, mais quand on peut anticiper, parce que les échéances fiscales, on les connaît tous, je considère que il n'y a pas de raison. Si c'est pas anticipé, je vais pas me stresser. Chacun prend son stress. Ok, top. Est-ce que tu es fière du coup de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui? Parce que toi, au final, tu voulais faire de l'expertise judiciaire, donc tu en fais un peu pour le moment en assistant les confrères. Et tu fais aussi l'expertise comptable, du commissaire aux comptes, donc c'est un parcours qui est super riche. Est-ce que t'es fière justement de ton parcours? Ouais, honnêtement, fière, c'est toujours le mot qui fait grincer les gens. Personne ne veut dire je suis fière parce que ça fait un peu un but de sa personne, manque d'humilité, oui. Alors qu'en soi il y a rien de mal à être fière de ce qu'on fait. Je pense que si je devais refaire les mêmes choix, je ferais les mêmes choix. Je regrette pas ce que j'ai fait, au contraire, parce que je considère que dans chaque épreuve qu'on a à passer, même si sur le coup on se dit merde, par exemple redoubler ça fait pas plaisir, au final il y a toujours du positif qui ressort. T'as redoublé puis finalement tu te relances encore dans des stages et des diplômes. Et puis au final j'ai redoublé mon cursus, ma 3e année de licence en CCA, et puis là on me propose d'intervenir dans le cursus, donc ça veut rien dire. Comme quoi on peut redoubler et ne pas être prof, c'est ça. Après. Si on parle un peu plus équipe vie pro, vie perso, tu disais tout à l'heure que toi tu t'étais dit je veux attendre le DEC pour avoir mes enfants, parce que pour toi c'était incompatible de... C'était pas incompatible, mais je m'étais dit que quand j'aurais mes enfants, je voulais ne pas avoir la charge mentale du DEC. Et je voulais profiter pleinement de mes enfants. Alors après, tu vas me dire, en étant associé dans un cabinet ou en créant ton cabinet, tu t'es recréé une charge mentale. C'est pas faux. Mais elle est choisie. Bon, le DEC aussi, il est choisi. Mais pour moi, le DEC, comme c'est un diplôme, c'est une charge qui est différente parce que on a une échéance à respecter. Le DEC, on peut pas le passer on doit le passer, de mémoire, on a 6 ans à l'issue du stage pour le passer. 6 sessions, je crois. C'est pas 12 sessions, je sais plus, mais je crois que c'est 6, et sinon après on peut redemander, si on n'a pas validé dans les 6 sessions, on peut redemander à avoir une attestation pour un an de plus, il me semble. Honnêtement, je sais plus. À mon époque, je crois qu'on avait 6 ans pour le passer, et du coup, je voulais pas cette épée de Damoclès. Donc c'est pour ça que je me suis inscrite en stage de DEC en janvier 2012. J'ai fini mon stage de DEC en janvier 2015 et j'ai eu mon DEC en mai 2015. C'était vraiment... je voulais plus en entendre parler, quoi. C'était fait, hop, je passe à autre chose. Un peu comme moi, c'est genre la case à cocher pour pouvoir faire autre chose après, être entre guillemets tranquille. Ok, top. Bah écoute, merci beaucoup Marine de m'avoir accordé ton temps. Merci à toi. Et puis bonne continuation à toi. Et puis bon courage à toi pour les decks. Merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à 2 amis, c'est gratuit. La semaine prochaine, on retrouve John. Il est expert comptable mais fait très peu de compta. Il s'est spécialisé en banque et en data. Rien que ça. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h